au cours duquel, vous pourrez trouver un certain nombre d'informations sur les différentes démarches à réaliser à l'occasion ou en préparation de cet heureux événement. Et l'objectif de ce webinaire est de vous permettre de trouver des réponses et des informations sur le sujet. Alors, nous sommes en mode webinaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir de façon interactive à l'oral. Par contre, vous pouvez utiliser le système de questions pour ce faire. J'y reviendrai un petit peu plus dans quelques minutes, mais voilà, il n'y a pas d'interaction orale comme en vis-à-vis. Donc, pour ce webinaire, on a réuni plusieurs professionnels, donc des professionnels de la PMI, de la protection maternelle et infantile du conseil départemental, de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, et de la CEPAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, plusieurs intervenants à ce webinaire et je vais rapidement vous les présenter. Donc, pour la Caisse d'allocation familiale, on a Isabelle et Marie-Élise. Pour la protection maternelle et infantile, on a Hélène. Et pour la Caisse primaire d'assurance maladie, on a Delphine et Jean-Marc et moi-même en tant qu'animatrice, donc Raphaël Hernandez, en tant qu'animatrice de ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, pour le bon fonctionnement de ce webinaire, vous aurez la possibilité d'interagir au travers du chat. Vous pourrez y poser un certain nombre de questions et nous tâcherons d'y répondre à la fin de ce webinaire ou en intermédiaire, à peu près vers la moitié. En effet, on va le découper en deux grands axes, entre avant et pendant la grossesse, d'une part, et d'autre part, après la grossesse. Donc, si vous avez des questions, déjà quand on aura terminé la partie avant et pendant la grossesse, n'hésitez pas et on va tâcher d'y répondre au fur et à mesure, sinon on prendra un petit peu plus de temps à la fin. Par contre, selon le nombre de questions, il se peut qu'on doive opérer un choix, surtout si les questions sont similaires. Donc, on ne répondra pas dans ce cas vraiment de personne à personne, mais on prendra la globalité de la réponse pour ce faire. Et on tâchera quand même d'être vigilant de façon à répondre à toutes vos interrogations. Et enfin, un dernier petit point sur l'organisation. Comme vous le savez, notre département a la particularité d'avoir deux frontières. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous est concerné dans sa situation de travailleur frontalier, est-ce qu'il est possible d'écrire un peu, quand il écrit dans le chat le petit message, il précise juste Luxembourg ou Allemagne, de façon à ce que la question puisse être vraiment, la réponse plutôt puisse être vraiment adaptée à la situation que vous connaissez. Donc, je vous propose de démarrer avec, donc, comme vous le savez, nous sommes trois institutions qui sont représentées devant vous aujourd'hui, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, donc la CEPAM, qui a pour mission de favoriser l'accès aux droits et à la santé et à délivrer un certain nombre de prestations qui seront développées tout au long de ce webinaire. On a la Caisse d'allocation familiale, plus communément appelée CAF, qui délivre également des prestations et qui mène une politique d'action sociale autour de la naissance et de la parentalité. Et bien évidemment, nous avons le service de la protection maternelle et infantile, la PMI, qui a pour mission d'accompagner à la parentalité et de développer une politique de prévention dès le désir de grossesse, et ce jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, sans plus attendre, on démarre en nous intéressant à la situation d'avant la grossesse. Donc, je cède la parole à Jean-Marc qui va nous expliquer tout ça. Bonjour à toutes. Donc, je commence alors, là par un petit focus qui ne concerne pas uniquement la maternité, mais qui peut vous concerner toutes et tous. Il s'agit de la complémentaire santé solidaire, donc, qui permet de prendre en charge vos soins, en tout cas le reste à payer, lorsque l'assurance maladie vous a remboursé si vous êtes à 70 ou à 90%. Donc, le restant à charge peut être pris en charge par la complémentaire santé solidaire qui fonctionne comme une mutuelle. Elle peut être gratuite ou ne coûter qu'1 euro par jour par personne et elle couvre l'ensemble du foyer. Vous retrouverez donc toutes les informations sur le site amélie.fr. Vous y retrouverez également un simulateur qui vous permettra de savoir si vous êtes éligible. Pour ce faire, il suffit d'aller sur le site Amélie dans Droits et démarches et vous retrouverez donc le simulateur en question. Elle permet aussi de ne pas avoir à avancer les frais lorsque vous allez chez le médecin lors d'une consultation ou dans le laboratoire.
Elle est automatique pour les bénéficiaires du RSA. À titre d'information, pour une personne, le plafond à ne pas dépasser de 9 719 € pour avoir une complémentaire gratuite et 13 120 pour la fameuse participation d'1 € par jour. Il faut savoir que 23% de la population ne demande pas ce droit, alors qu'elle pourrait potentiellement y avoir droit. Donc voilà, même autour de vous, vous pouvez même en parler si vous le souhaitez. Merci. Hélène, est-ce que vous pouvez nous parler des activités de planification et d'éducation familiale? Alors, dans nos activités en PMI, on propose aussi des activités de planification et d'éducation familiale, ce qu'on appelle CPEF ou Centre de santé sexuelle, que vous pouvez trouver sur tout le département de la Moselle, Thionville, Hayange, Mèche, Château-Salins, Sarreguemines, Forbach et Sarrebourg, et où on vous propose des consultations et c'est aussi un lieu d'information. Donc des consultations de santé sexuelle, des consultations aussi de conseil conjugal. On propose aussi la mise en place d'interruptions volontaires de grossesse, des dépistages et le repérage du risque du cancer du col. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, c'est le repérage des violences intrafamiliales. Et aussi, on vous propose des consultations préconceptionnelles quand on désire un enfant. Alors pour vous, c'est peut-être un peu trop tard, mais ça sera peut-être utile pour vos connaissances ou les futures grossesses. C'est-à-dire de prévoir au niveau médical la consultation médicale pour envisager les vaccinations, travailler sur le tabac, l'alcool, éventuellement des supplémentations en vitamines et vous accompagner dans les difficultés ou vous vacciner, etc., etc. N'hésitez pas. Merci Hélène. Donc là, on était avant la grossesse. Maintenant, on aborde une deuxième petite partie qui est pendant la grossesse. Et c'est Jean-Marc qui va nous parler de l'accompagnement pendant cette grossesse. Oui, parce que pendant cette grossesse, eh bien, forcément, il y a des soins, il y a des consultations. Donc, l'important, c'est de toujours vous présenter à vos consultations avec votre dossier de maternité, vos éventuels examens de laboratoire, vos échographies, et puis évidemment, pour que le médecin puisse télétransmettre cette consultation, votre carte vitale, ça évitera, enfin, ça favorisera plutôt un remboursement plus rapide. Ça évite de ressortir avec une feuille de soins. À défaut de carte vitale, évidemment, vous pouvez toujours présenter l'attestation de droit, que vous pouvez d'ailleurs imprimer sur le site, sur le site Amélie. À savoir, petite précision quand même, qu'à partir du moment où vous avez une carte vitale, et ça arrive souvent, le médecin n'a pas à vous demander une attestation de droit. La carte vitale suffit à partir du moment où elle est à jour. Toujours pour le compte Amélie, donc on va beaucoup vous en parler, puisqu'effectivement, il permet donc de consulter le remboursement, et comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'attestation de droit, d'effectuer certaines démarches en ligne, notamment donc d'éditer une attestation de droit. Si malheureusement vous avez perdu votre carte vitale, vous pouvez également la commander via le site Amélie, et puis bien sûr, vous pouvez nous contacter par mail. Vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, il y a une petite nuance entre l'application Amélie, donc sur l'application, c'est-à-dire sur votre smartphone, vous pourrez prendre un rendez-vous téléphonique uniquement, et sur le site, via l'ordinateur, là, vous pourrez choisir entre un rendez-vous téléphonique ou physique. Concernant la maternité, il y a bien sûr l'espace J'attends un enfant et espace petite enfance qui va vous donner pas mal d'informations concernant cette situation proprement dite. Toujours sur le site, alors, il y a le site, on n'est pas obligé d'avoir un compte Amélie, personne n'oblige d'avoir un compte Amélie. Par contre, consulter le site Amélie vous donnera quand même énormément d'informations selon votre situation. Donc là, en l'occurrence, pour la maternité, vous aurez des informations dans la rubrique santé, grossesse en bonne santé. Vous trouverez également l'espace prévention personnalisé.
mais là, par contre, sur votre compte à nous. Ensuite, au niveau des soins, donc évidemment, là, c'est quand même pas en charge vos soins, donc toujours grâce à votre carte vitale, les remboursements sont plus rapides. Vous avez donc une exonération avant le 6e mois, donc les consultations sont prises en charge. Alors les consultations, on va dire plutôt plus largement les frais médicaux. Les dopamiens échographies sont réalisées avant la fin du 5e mois de grossesse, sont pris en charge à 70%. Alors 70%, bon, chez nous, la plupart du temps, on est à 90%, donc c'est plutôt 90%, mais de base, c'est 70%. Et à partir du 1er jour du 6e mois, et jusqu'au 12e jour après l'accouchement, là, tous les soins, alors qu'ils soient en rapport avec la maternité ou pas, sont pris en charge à 100% et vous dispensent de faire l'avance des frais. Alors toujours, quand on dit 100%, c'est toujours du tarif de base. Hein. Les dépassements d'honoraires, eux, ne sont pas pris en charge, ils sont éventuellement pris en charge par votre complémentaire si vous en avez une. Merci Jean-Marc. Mais la grossesse, c'est aussi l'occasion de prendre un temps pour soi. Aussi, il ne faut pas hésiter à recourir aux différents dispositifs de prévention qui existent. Et là, je me tourne vers Delphine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, donc l'assurance maladie propose plusieurs dispositifs de prévention. On va vous en présenter 2 en particulier qui peuvent vous intéresser pendant la grossesse. Donc, il existe un examen bucco-dentaire gratuit qui est proposé à partir du 4e mois de grossesse et jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Donc, cet examen peut être réalisé chez le dentiste de votre choix. Il vous faut simplement vous procurer donc la feuille de prise en charge. Elle est disponible sur le compte Amélie et doit être imprimée avant de se rendre chez le dentiste. Donc, vous avez la possibilité soit de l'imprimer chez vous. Si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer chez vous, vous pouvez aussi venir à l'accueil de la caisse primaire pour l'imprimer sur des bornes de libre service. Il vous faut également présenter votre carte vitale. Si des soins sont nécessaires, ils seront, ça permettra d'évaluer les soins qui sont nécessaires et pourront être pris en charge par la suite et réalisés selon l'état de votre grossesse. Vous avez aussi la possibilité de réaliser des vaccinations. Donc, à cette période, nous avons la vaccination grippale qui peut être réalisée quel que soit le trimestre de grossesse. Il est également possible de vacciner l'entourage du nourrisson pour l'arrivée du bébé si jamais il y a des risques graves. Et la possibilité aussi de faire une vaccination Covid dès le 1er trimestre. La vaccination contre la coqueluche est à réaliser à chaque grossesse à partir du 2e trimestre. Vous pouvez pour cela en parler à votre sage-femme, votre médecin, votre pharmacien ou un infirmier. Voilà. Donc, nous souhaitions également vous proposer donc pendant ce webinaire une information supplémentaire sur l'air de la qualité de l'air de votre intérieur et les produits chimiques qu'on peut avoir autour de soi. Donc, c'est vrai que la grossesse peut être une période où on a envie de faire un peu plus attention aux produits que l'on utilise chez soi. Et c'est tout à fait possible en modifiant quelques habitudes. On peut limiter ainsi l'exposition aux substances chimiques de toute la famille. Donc, cela concerne aussi bien les produits alimentaires, ménagers, d'hygiène, de cosmétiques ou même les articles de puériculture ou le mobilier qu'on peut acheter pour l'arrivée du bébé. Donc, s'il y a 2 conseils qu'on peut vous proposer à retenir, ce sera dans un premier temps déjà d'aérer quotidiennement votre logement, ce qui permettra de limiter la quantité de produits chimiques qui se retrouvent dans l'air ambiant, et puis d'utiliser des produits les plus simples possibles. Donc, par exemple, pour le ménage, au lieu d'utiliser des produits techniques, vous pouvez simplement utiliser du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude. Vous pouvez également faire le ménage avec des chiffons microfibres avec simplement de l'eau ou utiliser des nettoyeurs vapeur. Pour le repas, l'idéal, bien sûr, c'est de faire un maximum de plats maison, donc dans la possibilité que vous avez par rapport à votre disponibilité, par exemple. Si vous consommez des produits déjà préparés, à ce moment-là, essayez de regarder des listes d'ingrédients plutôt courtes, si possible bio et de saison.
Les contenants sont aussi importants. Donc, si, par exemple, on privilégie donc une alimentation plutôt saine, mais que les cuissons se font dans des contenants en plastique, par exemple, ben là, on va rajouter des produits et des éléments chimiques dans l'alimentation. Donc, si on utilise plutôt des matières neutres comme le bois ou le verre, ça permettra d'éviter cette contamination. Pour l'hygiène, tout simplement de l'eau et du savon. Si vous utilisez des produits avec une liste d'ingrédients courte, si vous avez la possibilité d'acheter des produits qui sont écolabellisés, voilà, vous avez quelques logos en bas de l'écran qui vous permettent de savoir un petit peu où peuvent se situer la qualité des produits que vous achetez. Pour les vêtements et les jouets, l'idéal, c'est de les laver avant utilisation pour enlever un maximum d'éléments chimiques qui peuvent se présenter sur les jouets. Pour les vêtements, il est important de les laver au moins une fois avant qu'ils soient portés et de regarder si vous avez la possibilité de regarder les normes CE et NF, c'est très important pour éviter tout risque pour l'enfant. Pour les pièces à vivre, comme je disais au début, aérer tous les jours, c'est très important et c'est assez facile à faire. Vous avez la possibilité aussi de choisir des produits de bricolage et de décoration qui portent une mention A+. Ça veut dire qu'ils émettent moins de produits chimiques dans l'air intérieur. Et puis, surtout, éviter tout ce qui est bougies et parfums, hein, qui sont néfastes pour le tout petit et la femme enceinte. Et bien sûr, éviter le tabagisme à l'intérieur du logement. Donc, si vous voulez compléter ces informations, n'hésitez pas à vous retourner auprès des professionnels de santé, donc les sages-femmes en PMI, en libéral ou à l'hôpital, les gynécologues, les pédiatres ou même les médecins généralistes. Vous avez également la possibilité d'intégrer des ateliers d'information qui sont organisés sur la ville de Metz en ce moment, donc au mois de décembre et de janvier. Vous avez certainement reçu un mail vous invitant à y participer, sinon vous avez un QR code pour flasher le lien vers les inscriptions. Vous avez également des ateliers d'information qui sont organisés par certaines maternités, donc n'hésitez pas, quand vous contactez votre maternité, à leur demander s'ils organisent des ateliers sur le sujet. Et puis, vous avez, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, beaucoup d'informations sur le site amélie.fr, mais également sur le site 1000premiersjours.fr. Vous avez également une association qui s'appelle Projet Fait, qui vous propose aussi en libre service un livret « Notre environnement, notre bébé et sa santé ». Merci Delphine pour tous ces précieux conseils. Je suis sûre que là, ça va nous être à tous et à toutes surtout très utile. Hélène, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le suivi de la grossesse? Oui, eh ben, vous pouvez être suivi donc, par une sage-femme libérale hospitalière ou libérale hospitalière, on va dire, ou un médecin généraliste ou un gynécologue. Durant 7 examens prénataux qui sont obligatoires, et le premier obligatoire à partir du 4e mois jusqu'au 9e mois. Vous aurez des analyses sanguines ou urinaires selon votre profil médical tous les mois. 3 échographies qui sont conseillées, donc une par trimestre, chacune avec vraiment des objectifs extrêmement différents. La première étant extrêmement importante pour vérifier le risque de pathologie génétique. La deuxième, on a une bonne visibilité de l'ensemble de votre enfant et donc on le décortique rigoureusement lors de cette échographie. Et la troisième, c'est surtout pour vérifier que le placenta fait bien son travail et que votre enfant grossit bien. Un autre examen est à faire au plus tôt dans votre grossesse, en général au cours du 4e mois. Il est aussi obligatoire. C'est l'entretien prénatal précoce. Il est extrêmement important. Vous pouvez le faire auprès de votre sage-femme ou votre médecin et aussi la sage-femme de PMI, où on va en fait essayer de voir avec vous vos besoins pour que cette grossesse se passe le mieux possible
au niveau de votre santé psychique, sociale ou médicale. L'objectif, c'est vraiment de vous mettre en relation avec des partenaires, des professionnels de santé ou médico-sociaux pour étayer les vulnérabilités liées à votre situation. Vous avez aussi la possibilité de faire un bilan prénatal de prévention avec votre sage-femme libérale pour organiser tout votre parcours médical avec elle durant la grossesse et en postpartum, donc après la naissance. Et puis évidemment, les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité qu'on propose au long de la grossesse, mais le plus souvent, vous les pratiquez au cours du dernier trimestre et notamment pendant votre congé de maternité si vous travaillez. Et ces 7 séances, vous pouvez aussi les pratiquer tant à l'hôpital, qu'en libéral, qu'en PMI, où nous proposons, nous, en PMI, des séances de préparation à la naissance assez innovantes et très différentes de nos collègues. Alors, à quoi servent les séances de préparation à la naissance et à la parentalité? C'est vraiment un moment essentiel que vous pourrez pratiquer seul, en couple, ou avec d'autres gestantes, donc d'autres femmes enceintes, où vous pouvez avoir des séances très classiques qui seront surtout sur un partage d'informations pour vous rassurer sur le déroulement de la grossesse, vous informer sur l'accouchement, les techniques de respiration, sur l'anesthésie péridurale. Vous pouvez très souvent aller visiter votre maternité. On vous informera aussi sur l'accueil de votre enfant, l'allaitement au biberon et ce qui va se passer aussi chez vous au niveau corporel autour de votre périnée qui inquiète beaucoup les futurs accouchés. En PMI, on pratique une préparation à la naissance un petit peu différente, basée sur les conditions physiques, le sport, la santé mentale. Le sport, c'est un moyen très important, très utile pour éviter le risque de la mise en place de pathologies chroniques et aussi, bien évidemment, la dépression périnatale. Alors, on propose du yoga, du tai chi, de la marche nordique, de la sophrologie. Vous avez du chant prénatal chez certaines sages-femmes libérales. Renseignez-vous. Vraiment, profitez de cet instant privilégié pour vous centrer autour de vos enfants. Votre enfant, c'est très, très utile. Et quel professionnel pour ce suivi? Alors, on l'a déjà dit, les sages-femmes libérales qui sont vraiment partout déployées en cabinet, sur tout le territoire de la Moselle. Elles sont, je crois, savoir plus d'une centaine déployées sur tout le territoire de la Moselle. Nous sommes 18 sages-femmes en PMI aussi dans le centre Moselle Solidarité, qu'on appelle aussi CMS, ou Maison du département. N'hésitez pas à les contacter. Et puis, les médecins libéraux, qui sont des partenaires importants et de proximité, et les gynécologues obstétriciens, qui sont devenus une denrée rare, mais qui sont très utiles quand il y a des difficultés médicales ou voire de la pathologie. Vous pouvez aussi, lors de votre grossesse, rencontrer tous les professionnels qui peuvent vous soutenir au niveau social, au niveau psychologique. N'hésitez pas, c'est vraiment un moment privilégié pour réparer certaines difficultés. Donc en PMI, on est un service peu connu mais très ancien, hein. On existe depuis 1945, les suites de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez une équipe de professionnels médicaux et paramédicaux, donc des médecins, des infirmières puéricultrices, des sages-femmes,
des éducateurs de jeunes enfants et bien sûr nos collègues agents administratifs qui sont essentiels pour transmettre tous vos messages et coordonner nos actions. Et on peut vous contacter selon quelle modalité? Alors, vous pouvez nous contacter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va en fait vous contacter. On va être un peu proactif par le biais du carnet de maternité. Et comment on est informé de votre grossesse? Eh ben, parce que vous la déclarez à la sécurité sociale et à la CAF. Et par ce biais-là, la CAF nous informe de votre situation de grossesse et on vous envoie un carnet de maternité. Alors celui-là, il est national, il est obligatoire. Avec quelques informations, vous aurez le nom de la sage-femme qui intervient sur votre territoire et quelques petites infos importantes à retenir au sujet du suivi de grossesse. Alors, allez voir dans vos boîtes aux lettres, c'est parfois un petit peu compliqué, c'est plus dans vos habitudes, mais beaucoup nous reviennent de ces carnets de maternité. Donc, allez dans vos boîtes aux lettres les chercher. Et puis, vous recevrez, ou vous avez reçu un SMS vous proposant un entretien téléphonique avec une sage-femme. Alors, sauf sur le territoire de Thionville, où on est un petit peu en difficulté, il nous manque des professionnels. On est aussi parfois un petit peu en galère pour recruter des professionnels dans le milieu médical. On a un numéro de téléphone unique que vous pouvez joindre aussi, que vous verrez à l'issue de ce PowerPoint. Vous pourrez le relever, n'hésitez pas. Et allez au centre Moselle Solidarité de votre quartier. N'hésitez pas à venir nous chercher. On n'est pas souvent là, on est souvent sur la route, mais on vous rappelle toujours. Et puis, à l'issue de la grossesse, vous aurez aussi, alors c'est en expérimentation sur certains territoires, à Metz, Château-Salins, et on espère le déployer le plus rapidement possible. Là, on teste son efficience. Il y a des choses à réadapter, mais vous recevrez aussi un SMS qui vous proposera un entretien avec une infirmière puéricultrice pour évaluer vos besoins et vous donner de l'information, vous rencontrer éventuellement si vous le pensez utile. Alors, je voulais insister, enfin, nous voulions insister particulièrement sur la pertinence d'avoir l'entretien prénatal précoce. C'est un temps vraiment très important. Ce n'est pas une consultation médicale, c'est un entretien que vous allez mener avec la sage-femme ou votre médecin ou votre gynécologue. Il est essentiel pour essayer de voir avec vous vos difficultés. Vous pouvez le pratiquer en couple ou en relation ou en diade ou en relation directe avec votre sage-femme. Et on va voir avec vous vos besoins et éventuellement vous orienter en fonction de ce que l'on aura repéré ensemble. Merci. Il s'agit désormais de se tourner vers un autre acteur qui intervient dans la préparation de la grossesse. Je parlais de la CAF, Caisse d'allocation familiale, et donc je vais laisser la parole à Marie-Élise. Merci. Alors, pour préparer l'arrivée de bébé, donc, la CAF va verser une prime à la naissance au cours du 7e mois de grossesse. Vous n'avez aucune demande particulière à formuler. Le versement est automatique si vous ou votre praticien avez déclaré la grossesse auprès de la CAF. Si nous avons connaissance des revenus du foyer, donc du dernier avis d'imposition, donc l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, si le 7e mois de grossesse intervient là en 2023, si votre 7e mois de grossesse est sur l'année 2024, il nous faudra l'avis d'imposition qui est établi en 2023 sur les revenus 2022. Et le paiement sera automatique si également le dossier est complet et si toutes les conditions de ressources ou de nationalité ou de séjour, etc. sont remplies. Si vous avez une grossesse multiple, en fait, une prime à la naissance est versée par enfant conçu.
Pour vérifier si vous êtes éligible, vous pouvez comparer votre revenu fiscal de référence du foyer au barème que vous voyez à l'écran et qui est également disponible sur CAF.fr. Alors tout à l'heure, Raphaël nous parlait des personnes qui étaient frontalières. Donc le fait que vous, votre conjoint, soyez travailleur frontalier ne fait pas du tout obstacle à la perception au versement de la prime à la naissance. Si les conditions sont remplies. En revanche, alors pour les gens qui seraient frontaliers au Luxembourg, il est possible de percevoir une prime à la naissance, l'équivalent en tout cas par la Caisse pour l'avenir des enfants. Il faut simplement savoir que bien souvent, ils demandent une attestation de paiement à la France pour déduire de leur montant ce qui a déjà été versé par l'organisme français. Voilà pour toute la prime à la naissance. Donc, Jean-Marc, au niveau des soins de la maternité, on a deux informations à prendre en compte, si j'ai bien compris, le choix de la maternité et la prise en charge des frais d'accouchement par l'assurance maladie. Tout à fait. Donc, pour le choix de la maternité, en général, en proximité de son domicile, enfin, j'imagine. On peut choisir aussi en fonction de sa situation médicale. Bon, ça, je me rapproche plutôt vers votre médecin ou votre sage-femme. Et surtout, pensez donc à prendre rendez-vous avec l'anesthésiste, ça c'est important, vu les délais. Donc, aux 8 mois de grossesse, prenez déjà un premier contact avec l'anesthésiste en question. Pour les frais, donc c'est ce que j'avais dit un peu tout à l'heure, hein, donc au niveau de la prise en charge de l'assurance maladie, donc c'est 100% du tarif de base jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Savoir qu'en cas d'hospitalisation, évidemment, l'assurance maladie ne prend pas en charge tout ce qui est extra, ce que j'appelle l'extra, c'est-à-dire par exemple les chambres particulières, la télévision, le téléphone. Ça, ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Ça peut être pris en charge par certaines complémentaires selon le contrat que vous avez signé auprès d'elle. Merci Jean-Marc. Donc à ce stade, on a abordé les deux premiers thèmes, avant et pendant la grossesse. Donc avant de passer à la dernière étape, après la naissance, je propose qu'on regarde un petit peu les questions répondre dans la mesure du possible. Donc, la première, c'est concernant les soins bucco-dentaires. C'est dommage de l'envoyer si tôt à partir du 4e mois, sachant que 100% n'est pris qu'à partir du 6e mois. Alors, non, en fait, justement, l'avantage de cette prise en charge, c'est qu'elle s'ouvre à 100% à partir du 4e mois, mais avec cette prise en charge. Si vous allez chez le dentiste sans la prise en charge, il va y avoir une difficulté pour la prise en charge à 100%. Mais c'est l'avantage, en fait, c'est de pouvoir commencer dès le 4e mois. Merci Delphine. Alors, par contre, on a deux personnes qui nous indiquent qu'elles n'ont pas reçu leur carnet de santé. Alors, je note votre nom, si vous voulez bien, et je vais vérifier. Et sinon, je vous l'envoie. Il arrive, en fait, il y a une vingtaine de pourcents de carnets de santé qui nous reviennent parce que, en fait, il y a conflit entre le nom de jeune fille et le nom marital. On a une troisième personne qui n'a pas reçu non plus. Donc, Hélène, n'hésitez pas. Alors, la dernière personne qui s'affiche. Tout en bas. Olivia. Et on a, je crois, une question pour l'arrêt de travail. Est-ce qu'il est possible de... Je crois qu'on va le voir après, de toute façon. Oui, on parlera des indemnités journalières juste après. Donc, je ferai un petit focus sur l'arrêt de travail. Ah. Décidément. On prend un petit peu de temps pour noter, pour bien prendre vos noms au niveau des personnes qui n'ont pas reçu leur carnet de santé. Donc, deux personnes supplémentaires. Alors, il arrive aussi que vous puissiez ne pas l'avoir reçu parce que nous, on est dépendant aussi de la CAF.
C'est-à-dire que si votre dossier CAF n'est pas abouti, en fait, si votre dossier CAF n'est pas abouti, la CAF ne nous transmet pas, ce qu'il ne devrait pas, mais c'est vraiment pour des questions administratives, c'est pas parce qu'ils ne le souhaitent pas, c'est comme ça que ça fonctionne dans comment on appelle ça, le workflow, en fait, des dossiers. Donc, il se peut qu'en fait, nous, on n'ait pas l'information encore que vous ayez déclaré votre grossesse. Il y a toujours un délai entre le moment où vous l'avez déclaré et le moment où nous, on le reçoit, parce qu'on est dépendant des contraintes administratives des uns et des autres. Alors, et Pauline non plus l'a pas reçu. Vous me dites où vous en êtes, je descends. Pauline. Voici non plus. Personne ne l'a reçu, en fait. Alors, merci pour la bonne publicité. On va noter le nom de tous les participants. Alors, mais en même temps, c'est comme on l'a enregistré. Oui, on pourra encore le noter enfin. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si vous avez reçu un SMS. Si vous n'avez pas reçu, parce qu'il est probable qu'on n'ait pas encore reçu votre déclaration grossesse. Non, en fait, et Tiffany non plus, mon Dieu. Si vous voulez, on pourra regarder. Ouais. Oui, Ça, c'est tout. On a Tout le monde, question alors, sur le compte Amélie. Comment déclarer j'attends un enfant sur amélie.fr? Je ne trouve pas sur mon espace cette rubrique. Alors, non, en fait, cette rubrique j'attends un enfant, c'est une rubrique d'information. Pour déclarer la grossesse, vous avez reçu un document dont on parlait tout à l'heure. Vous avez transmis un exemplaire à la caisse d'allocation familiale et l'autre, vous le déposez, vous l'envoyez à l'assurance maladie. Mais vous ne pouvez pas déclarer votre grossesse via le site Amélie. Vous pourrez déclarer plus tard, on verra après, votre enfant, mais la grossesse, ça, vous ne pouvez pas le faire sur le site Amélie, pas encore. On prend toujours en note, mais par contre, on voit qu'Aïcha a reçu les deux. Eh bien oui, en général, ça va avec. Alors, je pense que, je vérifierai, mais je pense qu'on n'a peut-être pas encore reçu. Si vous n'avez pas reçu de SMS en prénatal, c'est peut-être qu'on n'a pas encore reçu votre carnet de maternité. Normalement, c'est très concomitant, les deux. Ça permettrait de prendre en compte les situations. Mais bien sûr, bien sûr. Toujours pas reçu de SMS. Donc, on prend en note, effectivement, vous faites bien de nous le signaler. Ça permettrait de voir toutes les situations. On vérifie, genre là, on est sur le carnet de santé, voilà, on fait la liste. Et hop, est-ce qu'on en a d'autres? Ouais, je crois qu'on est arrivé au bout. D'accord. Ouais. Donc, merci beaucoup pour votre participation, de nous indiquer vos noms. On conserve tout ça et on va revenir très rapidement vers vous. Il y a une dernière personne qui... Hop, une dernière question. Concernant le congé parental, mon terme est en début avril. Je pense poser quelques jours de congé par la suite. La crèche sera fermée. Ma solution actuelle est de prendre 2 mois de congé parental. J'ai pu voir que la rémunération d'environ 400 € peut-on prétendre à d'autres aides? Alors, on va y venir sur le congé parental après la naissance. Voilà, la partie qu'on va, là, comme pour les indemnités journalières, on va l'aborder à partir de maintenant. Donc, on attaque. D'ailleurs, je vous propose qu'on démarre ce dernier temps qui est après la naissance et les différentes démarches administratives, tant auprès de la caisse d'allocation familiale que de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, je cède la parole à Marie-Élise qui commence avec la. Alors, vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant sur le site caf.fr depuis votre compte. Il n'y a pas forcément besoin de l'acte de naissance si votre enfant est né en France. Vous pouvez tout à fait déclarer son état civil, la date de naissance depuis votre compte sur le caf.fr. Si vous préférez, vous pouvez aussi nous envoyer un acte de naissance par courrier. J'ajoute juste une petite information pour les enfants qui seraient nés à l'étranger, notamment au Luxembourg, comme ça arrive souvent. Et il nous faudra également la copie donc, de l'acte de naissance de l'enfant, mais également la copie de la pièce d'identité des parents. Tout ça pour pouvoir référencer la personne et lui créer donc, un numéro d'inscription répertoire de la sécurité sociale. Elise.
Moi, je vais dire idem que Marie-Élise, en fait. Alors, le site, c'est Abelli, chez nous. Et donc, vous pouvez effectivement, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, déclarer votre enfant directement sur le site si, évidemment, il est né en France, hein, comme pour la CAF. Hein, si l'enfant est né à l'étranger, et d'ailleurs, quel que soit le pays, là, il faudra nous envoyer donc l'acte de naissance, la copie de la pièce d'identité de l'enfant et des parents. La condition quand même pour que vous puissiez le faire via le net, c'est d'avoir, dans un premier temps, déclaré l'enfant auprès de la mairie de votre domicile, tout simplement, puisque c'est elle qui va faire le nécessaire et c'est ainsi qu'on aura les informations qui pourront ensuite faire que votre enfant sera affilié sur votre dossier. Vous pourrez d'ailleurs choisir sur le site d'enregistrer l'enfant sur un parent ou voire sur les deux. La possibilité-là est offerte, sauf, là aussi, une petite restriction, si l'un des deux parents est frontalier, l'enfant sera obligatoirement sur le conjoint qui a des droits français. Comme on dit, qui ne travaille pas ni au Luxembourg ni en Allemagne. Là, je crois qu'on va aborder un sujet qui intéressait beaucoup de nos participantes, qui sont les congés maternité et les indemnités journalières, Jean-Marc. Oui, alors, vaste sujet. Donc, on a parlé tout à l'heure d'arrêt de travail. Alors, évidemment que pour la maternité, on n'a pas besoin d'arrêt de travail. C'est la déclaration de grossesse que vous allez nous transmettre qui va faire en sorte qu'on va calculer votre droit et vous recevrez un courrier avec une espèce de petit calendrier qui, en fonction du nombre de grossesses précédentes, vous donnera la durée de votre congé maternité. À partir du moment où vous aurez reçu ce document, si vous êtes salarié, évidemment, il vous appartiendra de prévenir l'employeur pour lui indiquer donc, que vous allez cesser votre activité à telle date. Cependant, pour en revenir à l'arrêt maladie, vous pouvez, si votre médecin l'estime nécessaire, effectivement être en arrêt maladie avant cette période-là. Auquel cas, là, comme pour un arrêt maladie classique, hein, il faudra transmettre l'arrêt de travail donc, à votre caisse primaire pour une indemnisation avant le congé maternité proprement dit. Ceci étant fait, donc concernant les indemnités journalières, donc lorsqu'on est salarié, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc soit on débute son congé maternité grâce au calendrier que j'ai cité tout à l'heure et l'employeur donc transmet une attestation de salaire à l'assurance maladie, soit au vu de l'arrêt maladie précédent, pareil, l'employeur enverra donc une attestation de salaire qui nous permettra de calculer votre droit à l'indemnisation. Pour info, hein, pour le premier enfant, la durée du congé maternité est de 16 semaines. 10 avant la naissance et 10 après. Et ce délai, en fait, varie à partir du troisième enfant. Lorsqu'on est au chômage, là, par contre, oui, là, il faut faire des démarches parce que même si on est au chômage, on a droit à une indemnisation par l'assurance maladie, d'ailleurs, que ce soit au titre de la maternité ou de la maladie. Mais là, comme il n'y a pas d'employeur, ce sera à vous de faire les démarches en nous envoyant donc la copie de vos 12 dernières fiches de paye avant le chômage, je précise bien avant le chômage, et une déclaration sur l'honneur indiquant votre dernier jour effectivement travaillé avant le chômage. Pourquoi avant le chômage? Parce que les indemnités journalières maladie ou maternité sont calculées sur des salaires et non pas sur l'allocation que vous percevez au chômage. Pour les praticiens, s'il y en a parmi vous, voilà, c'est une attestation sur l'honneur avec le certificat médical accompagné d'attestation URSSAF. Et pour les travailleurs indépendants, il y a un dossier pareil, c'est une déclaration sur l'honneur indiquant la cessation d'activité. Pour l'indemnisation proprement dit, il y a quand même des conditions. Donc, il faut être affilié à l'assurance maladie au moins depuis 10 mois et il faut avoir travaillé au moins 150 heures sur 3 mois ou 600 heures sur 12 mois. Voilà. Mais là, on a parlé des mères, mais je crois qu'il y a aussi le congé paternité. Tout à fait. Donc, le papa, oui, évidemment, puisqu'il participe aussi un petit peu, donc il a droit au congé paternité. Ça reprend un peu les mêmes éléments, en fait, si vous voulez. À partir du moment où il est salarié, la seule démarche à faire, c'est donc de prévenir son employeur et donc là, il faudra envoyer l'acte de naissance à l'employeur et lui nous enverra
l'attestation de salaire qui permettra l'indemnisation. Alors, le congé paternité, en fait, il y a une petite subtilité maintenant, c'est qu'il y a d'abord les 3 jours pris en charge par l'employeur et ensuite il y a le congé indemnisé par l'assurance maladie. Donc, en fait, il faut que le salarié et l'employeur se mettent d'accord sur cette période-là. Et l'employeur enverra, en plus de l'attestation de salaire, l'attestation nous indiquant le congé du papa, puisqu'il n'y a pas d'arrêt de travail, hein, et donc il n'y a pas de déclaration de grossesse non plus. Donc, il faut bien que l'assurance maladie puisse connaître la période d'interruption de travail. Et donc, après, c'est pareil pour le chômage, pour les praticiens. Donc, en fonction de la situation, il y a des démarches à faire. Donc, le chômage, on avait dit tout à l'heure, hein, les 12 dernières fiches de paye. Alors, on a marqué prévoir les 4 ou 12. Moi, je dirais plutôt 12 tant qu'à faire, parce que selon la situation, si c'est une activité intérimaire, on va dire, on vous demandera dans tous les cas les 12 dernières, donc autant transmettre les 12 fiches de paye, comme ça vous êtes sûr que votre dossier est traité beaucoup plus rapidement. Merci Jean-Marc. Je vous propose maintenant de faire un petit zoom sur l'offre Parents Jeunes Enfants de la SAD. C'est Marie-Olive qui reprend le point. Alors, donc tout à l'heure, on a parlé de la prime à la naissance, avant la naissance. Maintenant, le bébé est arrivé. La CAF va étudier, à compter du mois qui suit la naissance de l'enfant, un droit à l'allocation de base. Aucune démarche particulière n'est à faire, si ce n'est que de déclarer la naissance, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis votre compte sur CAF.fr. L'allocation de base, elle est versée chaque mois, dès le mois qui suit la naissance jusqu'au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. Il y a une seule allocation de base qui est ouverte par famille, même si vous avez plusieurs enfants de moins de 3 ans, sauf si il s'agit d'une naissance multiple, auquel cas il y aura une allocation de base là par enfant. Comme pour la prime à la naissance, l'allocation de base, elle est versée, c'est une prestation qui est soumise à la condition de ressources. On va regarder le montant du revenu de référence qui apparaît sur votre avis d'imposition. Vous avez deux petits barèmes qui apparaissent à l'écran que vous retrouvez également sur CAF.fr. Donc, soit vos revenus rentrent dans le premier barème, auquel cas vous pouvez bénéficier de l'allocation à taux plein, donc 184 € par mois. Ou si vous dépassez légèrement, vous pouvez en bénéficier de moitié. Donc, l'allocation de base à taux partiel, 92 € par mois. Et si vous dépassez ces 2 barèmes, en fait, il n'y aura aucun droit du tout. Il faut savoir quand même que le droit est réétudié à chaque changement d'année civile, donc au mois de janvier, puisque c'est à cette date que nous changeons de revenu de référence et on tient compte donc du nouvel avis d'imposition. Et le droit peut être également réétudié en cours d'année si un changement intervient au niveau de la situation professionnelle d'un des membres du foyer ou si il y a aussi un changement de situation familiale qui intervient. Concernant les frontaliers, alors, la CAF verse les prestations en France tant qu'il y a une activité en France au sein du foyer ou une indemnisation au titre du chômage. Donc, tant que vous êtes dans cette situation, vous percevez en priorité les prestations de la CAF et l'organisme étranger étudie ce qu'on appelle un complément différentiel. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le montant qu'ils pourraient verser chez eux et déduisent ce qui a été perçu en France et ils vous versent la différence. En revanche, s'il n'y a aucune activité en France au sein du foyer ni aucune indemnité chômage, c'est l'organisme étranger qui est prioritaire pour le versement des prestations familiales et c'est lui qui versera donc en priorité vos allocations familiales. La France, dans ce cas-là, étudiera ce qu'on appelle une allocation différentielle, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que nous, on verserait si vous étiez en droit français et on va déduire ce que l'organisme étranger vous verse. Ce qui se passe souvent, c'est que l'organisme étranger verse plus
que la part qui pourrait vous être versée en France. Donc, dans la plupart des cas, il n'y a pas de complément qui est versé par la France. Voilà. Ça, c'était pour l'allocation de base. Et pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant? Alors, vous pouvez aussi, choisir de cesser ou de réduire votre activité suite à l'arrivée de votre enfant. Et donc, vous pouvez demander à percevoir la prestation partagée d'éducation de l'enfant, plus communément appelée congé parental. La demande est à effectuer à la fin de votre congé maternité, pardon. Donc, les deux parents peuvent en bénéficier, soit simultanément en même temps ou alternativement, chacun à votre tour. Par contre, la CAF ne versera jamais un montant supérieur à une cessation totale d'activité, c'est-à-dire 428 €. Cette prestation n'est pas soumise à condition de ressources, contrairement à l'allocation de base ou à la prime à la naissance. Pour y prétendre, l'enfant doit avoir au moins 3 ans et le demandeur doit avoir cessé totalement son activité ou la réduire d'au moins 20%. Il ne faut pas être bénéficiaire d'indemnité chômage. Donc, si vous êtes au chômage, il faudra interrompre votre droit au chômage pour pouvoir bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Et il faut aussi avoir validé 8 trimestres de cotisation vieillesse. Donc, si c'est un premier enfant, c'est la validation des 8 trimestres. On va regarder la période, donc 2 ans avant la naissance de l'enfant. Si c'est un deuxième enfant, on va étudier la validation des 8 trimestres sur la période des 4 ans qui précèdent la naissance. Et si c'est au-delà de 3 enfants et plus, on va regarder la période sur les 5 ans qui précèdent la naissance. Concernant les montants, ils vous sont indiqués. Donc, si vous cessez totalement votre activité, vous pouvez percevoir 428 € par mois. Si vous travaillez entre 50% et 80%, vous aurez 159 €. Et si vous travaillez à mi-temps au moins, vous pouvez prétendre à 277 € par mois. Pour un premier enfant, vous bénéficiez de cette prestation pendant 6 mois, dans la limite des 1 an de l'enfant. Et à partir du deuxième enfant, vous pouvez en bénéficier pendant chaque parent peut en bénéficier 24 mois, dans la limite toujours des 3 ans de l'enfant. Par contre, pour les mamans, on déduit de cette période de 24 mois les indemnités journalières postnatales, qui elles sont incluses dans le calcul des 24 mois. Si par contre vous êtes un parent isolé, pour un premier enfant, vous aurez droit à cette prestation jusqu'au mois qui précède les 1 an. Et si vous avez 2 enfants ou plus, vous pourrez bénéficier de cette prestation jusqu'au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. Voilà, ça c'était pour le congé parental. Parce que si je souhaite faire garder mon enfant par un professionnel. Eh bien, on a tout prévu. Donc, si vous souhaitez faire garder votre enfant, la CAF peut verser ce qu'on appelle donc, le complément mode de garde jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, vous pouvez faire appel soit à une assistante maternelle qui va être agréée par le conseil départemental, soit une garde à domicile où il n'y a pas forcément besoin d'agrément, ou vous pouvez faire aussi appel à une structure d'accueil. Isabelle vous détaillera tout à l'heure la recherche des modes d'accueil, la simulation des coûts, etc. sur le site monenfant.fr. Donc, pour en bénéficier, vous, votre conjoint devait être en activité ou bénéficiaire. Là, vous pouvez être bénéficiaire aussi d'indemnité chômage. Il y a des conditions dérogatoires pour les bénéficiaires donc, de RSA, d'allocations de solidarité spécifique et aussi pour les personnes en situation de handicap qui percevraient l'allocation adulte handicapé. Cette prestation, par contre, n'est pas cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir de cesser totalement votre activité et de faire garder votre enfant. Enfin, vous pouvez le faire, mais en tout cas, vous n'aurez pas, la CAF ne versera rien au titre du complément libre choix mode de garde. Le montant varie, il est étudié en fonction du mode de garde qui est choisi, des revenus toujours issus du dernier avis d'imposition, du nombre d'enfants à charge, mais également de leur âge, puisqu'il y a un barème 0-3 ans et un barème pour les enfants de 3 à 6 ans. Petite info supplémentaire. Alors, les crèches reçoivent un financement direct de la CAF. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier du tarif,
pouvez pas bénéficier du complément mode de garde puisque vous bénéficiez déjà d'un tarif préférentiel qui sera calculé par la crèche en fonction de votre coefficient familial. Le droit s'étudie au mois de la demande. Alors, faites bien attention à faire votre demande sur caf.fr ou par le biais d'un formulaire papier. Mais dès que vous mettez votre enfant en garde, que ce soit dans une structure ou si vous faites appel à une personne de garde à domicile ou une assistante maternelle agréée, puisque pour cette prestation, il n'y a pas de rétroactivité. Que je peux vous dire d'autre si vous bénéficiez de la prestation partagée d'éducation de l'enfant suite à une réduction d'activité, donc à mi-temps ou moins, les montants que vous verrez affichés dans les barèmes sur caf.fr seront divisés par 2, puisque vous n'avez qu'une moitié d'activité. Dans le cadre de l'emploi d'une assistante maternelle, la CAF prend en charge à 100% les cotisations employeurs, alors que dans le cadre d'une garde à domicile, la CAF ne prend en charge que 50% des cotisations employeurs. Donc, il y aura 50% des cotisations qui resteront à votre charge. Vous pouvez aussi cumuler plusieurs modes de garde. Donc, faire appel à une structure et à une assistante maternelle pour des temps différents répartis dans la semaine. Il faudra juste faire attention de bien faire une demande par mode de garde pour ne pas être perdant. Concernant les frontaliers, mais si la CAF verse prioritairement les prestations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'activité en France ou être bénéficiaire d'indemnité chômage au sein du foyer, il n'y a pas ni l'Allemagne ni le Luxembourg ne tiennent compte de ces prestations pour le calcul du complément qui pourrait éventuellement vous verser. En revanche, si on inverse les priorités et que c'est l'organisme étranger qui est prioritaire pour le versement des prestations, là, je vous inviterai en fin de webinaire à me laisser vos coordonnées si vous avez des questions pour que je puisse vous rappeler rapidement et que vous puissiez m'exposer votre situation. Merci, c'est super complet, Marie-Louise. Par contre, on dit souvent les allocations familiales. Alors, les allocations familiales, elles sont versées à partir du 2e enfant. Vous pouvez avoir droit donc, aux allocations familiales dès le mois qui suit la naissance donc, du 2e enfant. Il y a un simulateur qui est disponible sur caf.fr. Si vous êtes une famille monoparentale et bénéficiaire de RSA ou de prime d'activité, votre droit sera majoré, c'est-à-dire qu'il est calculé d'après un barème plus avantageux. Si vous avez moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, vous pouvez être éligible au RSA sous condition de ressources, que vous soyez en couple ou en situation d'isolement. Vous pouvez cumuler la prépare avec le RSA. La seule information à retenir, c'est que alors, en situation d'isolement, la prépare sera prise en compte dans le calcul de votre RSA et sera forcément déduite du montant du RSA. Alors qu'en situation de couple, en fait, la personne qui est bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, elle sera complètement exclue du calcul, mais par contre, on prendra quand même le montant de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui sera déduit du RSA. Rassurez-vous, toutes ces informations sont disponibles sur caf.fr. Vous pouvez également nous joindre depuis votre compte sur caf.fr. En envoyant un mail ou vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à la plateforme téléphonique au 3230 du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Merci beaucoup. Voilà. Très complet, merci. Mais maintenant, je vais me tourner vers Isabelle. Tout ce qui touche à l'accompagnement et à l'orientation. Oui, donc la CAF de la Moselle, comme vous avez pu le constater, verse des prestations familiales pour vous aider dans la prise en charge de votre enfant.
mais elle soutient également le financement de modes de garde. Donc, c'est un petit peu ce que je vais reprendre avec vous, attirer l'attention sur les choix que vous allez faire. Alors, les choix qui vont être possibles jusqu'à un certain point, en fonction effectivement d'un certain nombre de critères, de votre situation professionnelle, de vos horaires de travail, de là où vous habitez, de choix financiers aussi, du coup, que ça peut représenter. Et puis aussi d'une volonté personnelle, d'un choix qui peut plus s'orienter vers un accueil collectif que l'on préfère pour son enfant ou un accueil individuel. Donc, c'est vrai que dans les accueils collectifs, il y a les crèches parentales, les micro-crèches, les jardins d'enfants, les haltes garderies. Et ce qui est également connu sur l'accueil individuel, c'est l'assistante maternelle, donc qui peut accueillir à son domicile, comme vous disait Marie-Élise, avec un agrément de la PMI. Donc c'est une professionnelle qui suit des heures de formation aussi dans la prise en charge de l'enfant et avec qui vous pourrez aussi échanger sur ce que vous souhaitez comme prise en charge de votre enfant, comme activité. Enfin, donc voilà, on voit bien que c'est deux approches qui sont assez différentes et qui peuvent être effectivement tributaires d'un certain nombre de choses par rapport à vos contraintes et à vos choix. Donc, il peut y avoir aussi des crèches familiales, des services de garde à domicile. Donc, c'est une prestation, enfin, ces prestations sont payantes, varient en fonction du choix du mode de garde. Et donc, comme vous présentez Marie-Élise tout à l'heure, il y a différentes formes de financement, vous l'aurez compris. Donc, voilà, ce sera à adapter selon les choix et les intentions que vous aurez par rapport à ça. Pour ce qui concerne l'accueil individuel et les assistantes maternelles, c'est vrai qu'il y a un interlocuteur de choix. Ce sont les relais petite enfance, les RPE, qu'on appelait avant les RAM, les relais assistantes maternelles, et qui sont à votre disposition près de chez vous. Il y en a sur tout le département et ils sont également financés par la CAF. Et donc, ils vous guident gratuitement dans vos démarches. Parce que, effectivement, là, je passe un petit peu plus de temps sur la question de l'assistante maternelle, mais c'est vrai qu'il faut faire des fiches de salaire, il faut s'entendre sur les horaires. Donc, ces relais petite enfance peuvent à la fois constituer comment dirais-je, des lieux où vous pouvez être aidé pour faire ces fiches de salaire, mais ça peut être aussi des lieux d'écoute pour les professionnels qui se posent aussi des questions. Donc, on voit bien le rôle central de ces relais petite enfance. Alors, il y a un outil à la CAF qui vous permet de retrouver un certain nombre d'informations. Donc, c'est le site monenfant.fr. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a monenfant.fr, donc qui là est animé par la CAF, rempli par la CAF. Il y a évidemment le CAFEFR, comme vous disait Marie-Élise tout à l'heure, où là, vous retrouverez les montants des prestations. Donc, je vous invite vraiment aussi à y aller. C'est assez intuitif et vous pourrez du coup retrouver toutes les informations sur vos droits. Et puis, il y a un site qui, là, est animé plutôt par les services de l'État et dont vous a parlé Delphine tout à l'heure. Donc, ce sont les 1000 premiers jours. Et c'est un site aussi qui est très intéressant parce qu'en fait, il s'inspire d'études qui ont été faites et qui indiquent que les 1000 premiers jours dans la prise en charge d'un enfant, et déjà pendant la grossesse, puisque ça va du début de la grossesse jusqu'au début de l'enfant, sont relativement déterminants pour l'évolution et l'épanouissement de l'enfant. Donc, il y a plein de conseils pratiques. Donc, je ne veux pas empiéter sur la partie de Delphine, mais en tout cas, vous retrouverez ces informations sur comment ça peut se passer à la maison, mais aussi des conseils éducatifs ou autres sur ce site. Donc, je vous encourage vraiment aussi à le consulter. Maintenant, on va peut-être aller faire un tour sur monenfant.fr pour que je vous montre un petit peu quelles sont les différentes possibilités que vous avez. Parce que ce qui est quand même intéressant dans ce site, c'est que vous avez des adresses locales. Donc, vous avez aussi bien les relais petite enfance dont je vous parlais, vous avez des coordonnées d'assistantes maternelles, alors évidemment à vérifier, mais en fonction de là où vous habitez. Et puis, vous avez toutes les structures collectives. Donc, ça peut être vraiment un outil pour vous. Et puis après, vous pouvez faire, comme vous disait Marie-Élise tout à l'heure, vous pouvez faire des simulations pour le coût d'une crèche en fonction de vos ressources, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est complet, on va dire. Alors après, on peut aller sur alors les services en ligne, donc on va descendre, recherche d'un mode d'accueil, par exemple. On clique, donc là, c'est de l'autre côté, voilà. Donc, vous voyez, vous avez toutes les possibilités, demande d'informations sur les modes d'accueil. Donc, on descend un petit peu, voilà.
Donc, crèche assistante à la maison. Alors, en général, par exemple, pour trouver une crèche près de chez vous, alors par exemple, vous avez mode d'accueil, vous cliquez dessus, donc c'est en dessous, mode d'accueil avec la petite maisonnette, normalement. Voilà, mode d'accueil. Voilà, vous cherchez une crèche, donc vous cochez crèche, vous habitez Ars-sur-Moselle, on disait, donc vous tapez le 5730 et vous aurez toutes les structures avec les coordonnées aussi, vous pouvez contacter, avoir des informations sur toutes les possibilités. Donc, vous avez un niveau de détail. Alors, après, la période n'est pas forcément indispensable à remplir. Et puis après, vous mettez aussi votre, comme je vous disais, hein, on a bien conscience aussi que c'est en fonction de là où vous habitez que les choses se jouent. Et donc, quelle souplesse vous avez par rapport à une distance. Si ce n'est pas Ars, c'est ce que ça peut être Ancy, Dorno, Montigny, enfin, etc. Donc, vous voyez, vous avez. Donc là, on a des adresses qui peuvent être sur Metz ou. Alors, je suis un petit peu étonnée du résultat parce que quand j'avais regardé tout à l'heure, c'est parce que ça a dû zapper sur le code postal. Voilà. Du coup. Parce qu'il y a des structures alors, notamment à Ars, mais pas que, mais voilà. Hein, donc, vous voyez. Et sur la partie assistante maternelle, vous avez aussi, en fonction de votre code postal, toutes les adresses qui sont référencées et pour lesquelles il y a eu un agrément. Hein, donc, ça, c'est important aussi à signaler. Donc, le code postal. Ah. Voilà. D'accord, d'accord. Comme ça, vous assistez en direct live à nos recherches. Donc, voilà, on met rechercher en dessous. Et là, vous avez voilà, les structures, donc l'arbre à coccinelle, les micro-crèches, etc. Et donc, ils sont à une certaine distance, vous voyez, les ressources. Et voilà, ça, c'est donc valable pour tout le département. Donc, voilà, je voulais attirer cette attention là-dessus parce que c'est aussi vous donner vos outils, enfin, des outils de recherche. Et ça, c'est important. Et par ailleurs, ce sur quoi je voulais aussi insister, c'est sur les possibilités d'aide à domicile. Puisque vous pouvez, la CAF de la Moselle finance un service d'aide et d'accompagnement à domicile, notamment pour les mamans avec des petits-enfants. Donc, il faut les contacter directement et non pas la CAF. Donc, c'est Alice, A-L-Y-S. Alors, après, on verra de quelle façon, éventuellement, on peut vous mettre les coordonnées. Hein. C'est une association qui est située à Henry. Alors, de la même manière, le coût se fera en fonction de vos ressources. Hein. Donc, ça peut aller de 26 centimes de l'heure à 11,88 € pour être très précise. Et donc, vous voyez directement avec l'association quel coût ça représente, quels sont vos besoins en matière de soutien. Et donc, elle vous fera une évaluation et verra avec vous quels sont vos besoins. Donc, voilà, la CAF finance cette association pour pouvoir vous fournir également ce type de soutien après la naissance qui peuvent s'avérer aussi importants. Voilà un petit peu pour cette partie sur le choix des modes de garde et des ressources qui existent aussi sur le département. Et pour vous accompagner, il me semble, il y a d'autres. Alors, comme je vous disais, monenfant.fr, l'aide à domicile, et puis après, on est aussi sur des structures, alors aussi à trouver plus de développement et d'épanouissement de l'enfant, et puis aussi on appelle ça des LAP, donc des lieux d'accueil enfants-parents, où on a aussi des lieux d'expression pour les parents qui se posent un certain nombre de questions sur la prise en charge de leur enfant. Donc, ça peut être aussi des lieux d'échange. Donc, c'est important aussi dans ces moments-là où parfois on peut se sentir un petit peu isolé. Hein, mais je crois que ça, c'est valable pour tout ce qui vous est présenté, aussi bien au niveau de la PMI que de la CAF, ou c'est qu'il puisse y avoir aussi des endroits où vous pouvez vous exprimer. Donc voilà. Je vous propose de passer au retour à la maison. Le retour à la maison, donc là, je crois que c'est Jean-Marc et Hélène qui vont nous faire à deux voix. Oui, alors je voulais vous parler quand même, avant de parler du retour à la maison, c'est la période à la maternité où vous serez prise en charge après la naissance par les sages-femmes en suite de couche et puis les puéricultrices ou auxiliaires de puéricultrices, et votre enfant il va bénéficier de soins et
et on va lui faire des dépistages systématiques, toujours bien sûr après avoir obtenu l'accord des parents, où on va essayer de repérer quelques maladies rares, notamment l'hypothyroïdie ou la mucoviscidose et beaucoup d'autres maladies, afin d'anticiper en fait la prise en charge de ces maladies extrêmement rares, mais dangereuses avant que les signes cliniques n'arrivent. En ce moment aussi, je voulais vous parler aussi de la prévention de la bronchiolite du nouveau-né. Tu en parles? Non, non, Non? non, non, Je veux pas te non, j'ai Mais- fait des petites recherches au cas où il y ait des questions. Voilà, parce qu'on est en plein dedans dans la période et on va vous proposer aussi à la maternité un traitement préventif pour votre enfant. Donc, ce n'est pas un vaccin, ce sont des anticorps qu'on injecte en intramusculaire, bien sûr après avoir obtenu votre autorisation, qui sera efficace pour prévenir le risque de la bronchiolite jusqu'aux 5 mois de votre enfant. Et cette action a lieu pendant l'épidémie, jusqu'à la fin de l'épidémie, probablement, on ne sait pas encore, mais jusqu'à fin janvier. À la maternité, le médecin qui verra votre enfant, le pédiatre qui verra votre enfant, remplira un certificat de santé du 8e jour qui se trouve dans votre carnet de santé, dans le carnet de santé de votre enfant. Alors, c'est nous aussi qui le distribuons en maternité, mais là, je suis sûre que votre enfant ne sortira pas sans son carnet de santé. C'est très important. Et ce carnet de santé du 8e jour, en fait, c'est un certificat médical qui évalue la santé de votre enfant au moment de son séjour à la maternité. Et il nous est transmis aussi en PMI pour qu'on ait une idée de la situation médicale des enfants du territoire et éventuellement de votre enfant. Et à l'issue de la visée de ce certificat de santé, vous pouvez avoir la proposition d'un accompagnement de la PMI si on y a repéré des vulnérabilités. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on verra ensuite. Alors, le retour à la maison, eh ben, vous sortez assez rapidement de la maternité, hein, et au bout de 2 ou 3 jours ou 4 jours, selon votre prise en charge et votre situation médicale, et aussi la situation médicale de votre enfant. Vous serez prise en charge par une sage-femme libérale. On espère la sage-femme libérale qui vous aura suivi avant la naissance ou avec qui vous aurez eu éventuellement l'entretien prénatal précoce ou la préparation à la naissance et à la parentalité. Elle viendra vous voir au domicile très rapidement après la naissance. Certaines maternités les contactent, mais le plus souvent aujourd'hui, vous avez la responsabilité de la contacter pour organiser le rendez-vous. Elle observera votre santé à la maison, bien sûr, vous accompagnera sur l'allaitement au biberon de votre bébé, pèsera votre bébé, vous donnera vraiment les premiers conseils de bonne santé pour vous et votre enfant. Vous avez aussi la possibilité d'avoir 2 entretiens postnataux avec cette sage-femme. Alors, normalement, ce ne sont pas des consultations, ce sont vraiment des entretiens. Où on peut vraiment élaborer et discuter ensemble des conditions de naissance, du stress que l'on ressent. C'est extrêmement important. Le premier mois qui suit la naissance d'un enfant, c'est un coup de tonnerre. C'est vraiment un moment extrêmement envahissant et il est vraiment important que vous puissiez exprimer votre ressenti. Parfois même votre sentiment de solitude, alors que même vous êtes accompagné, vous avez un entourage extrêmement important autour de vous. La sage-femme de PMI, bien sûr, qui vous aura contacté en prénatal ou qui vous aura accompagné selon vos besoins,
vous proposera aussi de venir vous voir au domicile. On a été formés, nous, on a appris des techniques de libération émotionnelle qui vous permet vraiment de mieux maîtriser, mettre de côté les situations de stress que vous aurez rencontrées lors de votre grossesse ou lors de votre séjour à la maternité. Donc, n'hésitez toujours pas à la rappeler ou à nous appeler pour une première fois, mais c'est toujours possible. Donc, l'examen postnatal, en général, vous allez en consultation chez la personne qui vous a suivi, donc votre gynécologue, votre médecin généraliste ou votre sage-femme, où on revoit à l'issue, autour du retour de couche, quand on n'allait pas complètement, c'est 5-6 semaines, on revoit votre santé, on vérifie que tout s'est bien remis en place. En général, ça se remet en place rapidement, ne vous inquiétez pas. Mais on reparle du vécu de la naissance, on aborde des sujets liés à la contraception. Il n'est pas toujours évident de reprendre une sexualité assez rapidement après la naissance, et c'est tout à fait normal, on peut en reparler, et on peut revoir aussi la rééducation du périnée. Et pensez-y, parce qu'on n'y pense pas souvent, à la rééducation abdominale qui doit être prescrite par votre médecin et pratiquée par des kinés, alors que le périnée peut être pratiqué par votre sage-femme sans prescription. Allez, c'est tout nouveau. Depuis une année, vous pouvez profiter aussi, ça vraiment, c'est même obligatoire pour le premier entretien. Vous avez la possibilité d'avoir 2 entretiens postnataux à l'issue de la naissance. Ceux-ci sont faits exclusivement par les sages-femmes. Le premier a lieu entre 4 et 8 semaines après la naissance. Il est extrêmement important de pouvoir en bénéficier parce que la sage-femme, elle va évaluer en fait le risque de l'installation d'une dépression postnatale. C'est relativement fréquent, ça touche 20 à 30% des femmes qui ont accouché et ça touche 10% des pères. Alors n'oublions pas les pères, pour l'instant ils ne sont pas pris en charge, mais c'est très très important de pouvoir le repérer. Et comment on le repère? Au travers de petites de grilles d'évaluation qui sont validées au niveau international. Et puis, repérer votre anxiété, votre fatigue, un état de fatigue résiduel. C'est jamais négligeable d'en parler. Une humeur instable et parfois même de la tristesse. Donc, on pleure à J3, J4 après la naissance, c'est tout à fait normal. C'est le blues, hein. Le blues, ça se chante et c'est le moment où on perçoit la réalité des choses et puis parfois c'est difficile de comprendre les besoins d'un enfant et de comprendre qui on est parce qu'on est nouvelle maman. Mais une tristesse qui s'installe et des pleurs qui s'installent au-delà des 15 premiers jours, c'est toujours, il faut être très très vigilant, ça a un impact considérable sur la prise en charge de votre enfant qui peut avoir des séquelles. Et puis, donc, on a parlé de la rééducation périnéale, qui est une chose, et la rééducation abdominale. On a vu qu'on peut avoir des prises en charge dans les deux domaines. Vous pouvez donc avoir un deuxième entretien aussi lors de la 10e ou la 14e semaine qui suivent la naissance de votre enfant, quand la sage-femme a repéré une vulnérabilité par rapport à un risque d'installation de dépression postnatale. Alors, je vais faire comme mes collègues, hein, vous reparler du site des 1000 premiers jours, qui est un site État Santé publique France. Vous avez un questionnaire sur ce site-là qui peut vous permettre d'évaluer votre bien-être émotionnel. Mais je vous invite plutôt à le faire avec une professionnelle ou un professionnel de santé pour avoir des réponses en instantané. Merci Hélène. Jean-Marc, un petit regard sur la mission accompagnement santé. Oui, alors on sort un peu du cadre de la maternité pour vous parler d'un service attentionné que met en place l'assurance maladie, que vous propose plutôt
l'assurance maladie. En fait, c'est un service qui peut vous aider dans vos démarches administratives, qui peut également vous aider lorsque vous avez des difficultés à trouver un médecin traitant ou un spécialiste. C'est l'actualité en ce moment, hein, et, on parle de déserts médicaux, voilà, c'est un fait. Et donc, il y a un service qui peut donc vous aider, vous accompagner dans ces démarches-là. Pour le contacter, hein, c'est tout simplement via le 3646 ou par mail si vous avez ouvert votre compte Amélie. En fait, l'agent de ce service fera un bilan complet de votre situation, administrative, votre situation financière, évidemment avec votre accord, puisque c'est vous qui allez au-devant, hein, de ce service, et donc fera le nécessaire pour répondre à toutes vos difficultés administratives. Au niveau assurance maladie, je crois qu'on a aussi d'autres aides locales. Oui, tout à fait. Donc là, c'est une aide, donc c'est très local. Donc là, toutes les CEPAM ne fonctionnent pas de la même manière. En fait, il existe donc également la possibilité de prendre en charge, sous certaines conditions, ce qu'on peut appeler des dépassements d'honoraires, ou lorsque vous avez à faire des soins que vous ne pouvez pas avancer de suite, ou vous avez sur le moment une perte de revenus parce qu'il y a un changement dans votre vie, une maladie longue durée, je ne sais pas, une démission ou un licenciement. Donc vous avez la possibilité également de faire une demande d'aide financière. Donc cette aide se fait via un document que vous pouvez retrouver dans nos accueils ou, encore une fois, sur le site Amélie. Et en présentant donc ce document, accompagné soit d'un devis, soit de la facture si vous avez pu l'acquitter, une commission, oui, appelons ça une commission, se réunit et en fonction d'un barème, peut donc participer à ces frais. Merci pour ces éléments, Jean-Marc. Au niveau du suivi médical de l'enfant, Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure pour parler de la prise en charge de votre enfant à la maternité. Et puis, à la sortie de la maternité, vous aurez, il faudra une consultation, il pourra bénéficier, pardon, d'une consultation dès ses 15 premiers jours chez un médecin, et après tous les mois. Ce sont des examens de prévention où on va observer sa courbe de croissance, on va observer son développement psychomoteur, et on va aussi surtout vous proposer un accompagnement pour son alimentation et bien sûr tout le protocole vaccinal obligatoire qui commence dès le deuxième mois, quel que soit son mode d'alimentation. Donc, même si on allaite, on vaccine son enfant, c'est extrêmement important. Et là, il ne faut surtout pas hésiter. Ah non, non, surtout pas. Justement, est-ce qu'on pourrait faire un petit zoom sur la mission de la PMI, la protection maternelle et infantile? Alors oui, alors on est... la PMI, c'est un service du département de la Moselle, donc on est une fonction publique territoriale. On est des professionnels de santé et on a quelques éducateurs, des éducatrices très féminins de jeunes enfants déployés sur tout le département. Là, vous voyez les sites, les centres Moselle Solidarité, qu'on appelait avant les centres médico-sociaux. Et les maisons du département, alors ce sont des structures un peu plus grandes où vous avez tous les services qui accompagnent les familles dans le cadre du département de la Moselle. Voilà, donc ça c'est notre déploiement sur tout le territoire. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner pour promouvoir la santé des familles et surtout se centrer sur les renforcements des liens d'attachement entre la figure d'attachement primaire, qui est, enfin ça je vous parle comme
de façon un peu théorique, mais c'est souvent la mère et votre enfant. C'est extrêmement important. C'est vraiment la consolidation des liens d'attachement qui feront vraiment que votre enfant va pouvoir vraiment grandir et s'épanouir en bonne santé. Donc, on propose plein d'actions, donc en prénatal, des accompagnements au domicile, de la préparation à la naissance, des actions collectives, donc en prénatal. On peut faire aussi du suivi de grossesse quand il y a des difficultés, bien sûr, de prise en charge ou des difficultés financières. Ça peut arriver, bien sûr, on est tout à fait compétent. Vous pouvez aussi retrouver sur les centres Moselle Solidarité des consultations de pédiatrie préventive, les consultations de puériculture qui sont du coup à ce moment-là animées par des puéricultrices, des consultations pédiatriques préventives par des médecins, un duo de médecins et de puéricultrices. Donc là, on va observer vraiment le bon développement de votre enfant et vous proposer bien sûr tout le protocole vaccinal et des conseils liés à son alimentation. On vous accompagne, on est partout en fait, hein, dans tous les milieux de vie. On travaille avec les collègues de la CAF, de la sécurité sociale, les assistantes familiales, etc., etc. Et on insiste vraiment, du coup, auprès des enfants les plus fragiles, notamment les enfants qui ont eu des problèmes de santé et qui sont parfois prématurément, des enfants qui ont du handicap et notre vraiment cheval de bataille, c'est vraiment le repérage des violences intrafamiliales, voilà, qui ont vraiment toujours une incidence, même quand ils ne sont pas directement visés, mais il y a toujours une incidence sur la santé de votre enfant. On l'a dit, on vous propose sur certains territoires, donc on l'a dit, c'est à l'étude pour le moment, on est pilote au niveau national. Un entretien téléphonique, donc par le biais d'un SMS au départ, et un entretien téléphonique, on le fait déjà en prénatal, mais on va l'étendre en postnatal le plus rapidement possible, de la 4e à 4 semaines de votre enfant et à ces 4 mois. On proposera aussi, et ça c'est assez nouveau, un entretien téléphonique avec les pères ou le coparent, il faut parler comme ça maintenant. On vous propose aussi, on vous informe, on vous propose un soutien aussi au travers d'interventions de travailleuses familiales, d'aide d'auxiliaires de vie sociale ou de l'intervention d'éducatrices de jeunes enfants. Quand il y a des difficultés économiques ou des changements brutaux de situation financière que la CAF ne prend pas en compte, puisqu'il y a toujours une année ou deux de décalage entre votre déclaration d'impôt et l'évaluation de votre quotient familial. N'hésitez pas à nous contacter parce que nous, on peut, si la situation le justifie, vous aider à financer ces interventions au domicile. Et bien sûr, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on est aussi présent à l'école maternelle où les puéricultrices font les bilans de santé de tous les enfants de 4 ans. C'est très, très important de repérer des difficultés auditives, visuelles, des problématiques de langage, des problématiques aussi de comportement qui auront un impact considérable dans l'évolution dans sa vie scolaire si on ne le prend pas en charge le plus rapidement possible. Donc ce bilan de 4 ans à l'école maternelle est vraiment très très important aussi et pratiqué par nos puéricultrices. Merci beaucoup.
Alors, ce webinaire touche à sa fin. Ce que je vous propose, c'est que voilà, on va vous laisser afficher les différents contacts où vous pouvez nous joindre, que ce soit l'assurance maladie, la CAF ou la protection maternelle et infantile, pendant qu'on va regarder les questions que vous avez pu poser et on va tenter d'y répondre. Donc, le congé parental, on en était là. Donc là, si j'ai droit au congé maternité en étant au chômage, sachant que j'ai travaillé quelques mois pendant la grossesse. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'à partir du moment où on était indemnisé par le Pôle emploi, ça sous-entend qu'on a eu une activité salariée avant. Il faudra remplir simplement les deux conditions que j'avais citées, c'est-à-dire l'affiliation de 10 mois et d'avoir travaillé au moins 150 heures au cours de 3 mois ou 600 sur les 12 mois, donc précédant le chômage indemnisé. Une deuxième personne qui pose le congé maternité, avons-nous droit à un délai plus long quand c'est le deuxième, mais que malheureusement le premier bébé est décédé? Non, alors le congé maternité, la durée du congé maternité augmente à partir du 3e enfant. Et est-ce qu'il est plus long pour l'allaitement? Non, c'est pas encore prévu. Donc, une personne qui nous demande si la fonction publique territoriale est considérée comme du salariat. Non, je ne pense pas, sauf si elle... Ça C'est la dépend, fonction publique territoriale, sauf si vous avez un contrat de Voilà, travail. ça dépend quel statut vous avez. Voilà, si vous avez En gros, si vous êtes affilié au régime local, c'est que vous relevez du régime salarié, on va dire. Voilà. Sinon, vous êtes au régime général comme les fonctionnaires, en fait. Voilà. Donc, il faudrait vérifier sur votre bulletin de salaire, en fait. Ce qui est indiqué. Voilà, et votre contrat, si vous êtes vacataire ou si vous êtes stagiaire ou fonctionnaire. Vous pouvez avoir un CDI dans la fonction publique territoriale, mais vous pouvez ne pas être fonctionnaire. Mais c'est une bonne question. Oui. Et dès le début, il faut vraiment vous intéresser à clarifier votre situation sur ce point-là, parce que ça aura des impacts selon le régime. Sur l'indemnisation. Sur l'indemnisation et afin qu'elle soit prise en compte dès le début et d'éviter des régularisations par la suite. Avons-nous une perte de salaire durant le congé maternité? Alors non, le congé maternité représente à peu de choses près 98, quelque chose % de votre salaire net pris sur votre dernière activité. Donc je répète, hein, c'est pas sur l'allocation chômage si vous êtes au chômage par exemple, c'est sur les salaires, toujours sur un salaire. Il y a une personne qui demande, en étant au chômage, en vue d'obtenir les indemnités journalières durant le congé maternité, où peut-on obtenir le dossier à communiquer à la caisse primaire? Et dans quel délai est-ce qu'il doit être communiqué, ce dossier? Alors, il n'y a pas vraiment de dossier, en fait. Lorsque donc vous avez votre calendrier qui vous indique le début de votre congé maternité, donc là, au lieu d'en informer l'employeur, vous informez le Pôle emploi qui, la veille du début de l'indemnisation, cessera donc l'indemnisation auquel vous avez droit. Et nous prendrons le relais. Donc, au vu des documents que vous allez nous transmettre au début de votre congé maternité, hein, ça ne sert à rien de l'envoyer avant, il ne sera pas pris en charge. Il faut attendre le premier jour possible d'indemnisation et vous envoyer, donc, comme tout à l'heure, donc, soit si c'est une activité continue, les 4 dernières fiches de paye avant le chômage, soit si c'est une activité discontinue, je pense à une agence intérim, une chose comme ça, vous envoyez les 12 dernières fiches de paye, une déclaration sur l'honneur indiquant votre dernier jour effectivement travaillé. Vous n'avez pas besoin de joindre les relevés du Pôle emploi puisque nous avons accès à l'indemnisation par le Pôle emploi. Et quand est-ce qu'on fait la demande du congé parental et dans quelle démarche? Alors, la demande du congé parental se fait en général à la fin de votre congé maternité, puisque si vous l'envoyez trop en avance, on peut vous la retourner de peur que vous ne changiez d'avis et qu'on vous paye à tort. Donc, faites la démarche à la fin de votre congé maternité. Vous avez accès normalement au formulaire qui se trouve sur CAF.fr où on va vous demander d'attester des dates de début et de fin de congé maternité. Si vous bénéficiez aussi pour certaines entreprises d'un congé conventionnel, je pense particulièrement aux banques,
qui est cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant. On va vous demander si vous êtes en maladie, si vous prenez des congés payés. Et on va vous demander d'indiquer aussi votre situation réelle. Donc, si vous êtes en congé parental rattaché à un employeur, si vous cessez d'être indemnisé au chômage, si vous êtes sans activité, mais que vous remplissez quand même les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prestation, à savoir avoir cotisé les 8 trimestres auprès de l'organisme vieillesse. Et si vous prenez un congé parental à taux partiel, il faudra que l'employeur atteste de la quotité de travail qui sera réduite. Voilà. Donc, pour la prépare, il y a une personne qui demande qu'elle souhaite réduire son temps de travail à 80%. Est-ce que la CAF peut verser une aide financière de 159 € par mois uniquement pendant 6 mois? Alors, pendant 6 mois, ce sera le délai maximum pour si c'est votre premier enfant. Oui, je confirme que vous avez bien compris. Vous avez bien compris le montant. Ce sera bien 159 € par mois pour une réduction de travail à 80%. Et quelle est la durée du congé parental pour un enfant? Alors, c'est 6 mois pour le premier enfant et à prendre dans la limite des 1 an de l'enfant. C'est-à-dire que si vous décidez de prendre votre congé parental à partir des 11 mois de l'enfant et que c'est votre premier enfant, on ne pourra vous payer que 1 mois. Notre question, est-ce qu'il est possible de cumuler plusieurs aides, telles que les APL, pendant le congé parental? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'en profite pour rebondir à une question d'Olivia tout à l'heure qui avait posé des questions sur le congé parental, mais aussi si on pouvait prétendre à d'autres aides pendant le congé parental. Alors, il faut savoir que si vous cessez totalement votre activité, la personne qui est donc le demandeur de prestation partagée d'éducation de l'enfant, se verra exclu, pas exclu, mais en tout cas, on ne prendra plus en compte ses revenus dans le calcul des prestations. On prendra 0 comme revenu. On fera complètement abstraction de ce qui est indiqué sur l'avis d'imposition concernant les salaires, éventuellement le chômage et tout ce qui est indemnité maladie. Donc, bien évidemment, si vous faites une demande d'aide au logement pendant votre congé parental, le conjoint, donc non seulement vous aurez une personne à charge en plus, qui est votre enfant qui vient d'arriver, qui sera pris en compte dans le calcul, mais la personne, on ne tiendra plus compte des revenus de la personne qui est bénéficiaire donc de la prestation partagée d'éducation et d'accueil de l'enfant. Mais à taux plein, c'est-à-dire qu'il faut une cessation totale. Cette exclusion des revenus ne fonctionne pas si on bénéficie de la prépare à taux partiel, si on réduit son activité. C'est une petite question qui nous fait mal quand on est... Est-ce qu'un autre, il y a-t-il un autre numéro pour joindre la classe? Non, il n'y en a pas. CAF. Malheureusement, il n'y en a pas, mais passons par le compte. Oui. Il y a beaucoup d'appels comme je suppose à CPAM. Voilà. Donc, il se peut que quand vous appelez, il y ait une surcharge de la plateforme téléphonique qui est un moment où en fait, on est moins facile à joindre. Donc, je vous encourage à persister dans votre démarche, sinon de passer par votre compte depuis lecaf.fr et de nous contacter via un mail. Voilà. Moi de même pour l'assurance maladie, de passer par votre compte Amélie, il ne faut surtout pas hésiter. Donc la personne qui nous posait la question sur le congé maternité et de la fonction publique territoriale, si je comprends bien. Donc à ce moment-là, l'assurance maladie n'intervient pas dans l'indemnisation, d'ailleurs que ce soit en maladie ou en maternité. Il faut se rapprocher de l'employeur. De l'employeur. Et il y a une dernière question sur est-ce que les deux parents peuvent bénéficier d'un congé parental en temps partiel simultanément, mais est-ce que les deux peuvent bénéficier de l'aide de la CAF pour le complément de salaire ou seulement un des deux?
Alors, vous pouvez prendre simultanément, donc en même temps, le congé parental, donc le papa, la maman. Il est tout à fait possible d'indemniser les deux. Le seul point à soulever, c'est que on ne payera jamais plus que pour une personne en cessation totale d'activité, c'est-à-dire 428 euros. Donc après, il faut faire un calcul pour savoir ce qui est le plus avantageux en fonction de votre situation et de vos revenus, bien évidemment. Mais vous pouvez tout à fait cumuler une personne qui prend un congé parental à taux plein et l'autre personne un mi-temps. Vous pouvez tout à fait cumuler deux 80%, un mi-temps à 80%. Tout est faisable. Mais nous, on ne versera jamais plus de 428 euros. Merci pour cette précision. Je crois que nous étions sur On est la où? dernière question. Donc, ce webinaire est désormais terminé. Je tenais à remercier déjà tous les intervenants autour de cette table et tous ceux qui ont aussi préparé en coulisses ce webinaire pour la qualité de leur intervention, la qualité de leur préparation. Et surtout, vous remercier vous, parce que c'est par vos questions et l'interaction que vous avez avec nous que ça permet de mieux vous accompagner au quotidien et sur le terrain. Donc, merci d'avoir participé, merci de nous avoir posé toutes ces questions et j'espère qu'on a pu répondre à beaucoup de vos attentes. Donc, J'en profite juste peut-être, tout à l'heure on a parlé de public frontalier. J'avais émis l'idée, en tout cas s'il y avait des questions avec des situations particulières, de pouvoir peut-être vous rappeler demain dans la journée. Donc s'il y a des personnes qui ont des situations, en tout cas qui posent question, n'hésitez pas à peut-être mentionner votre numéro de téléphone et je me permettrai de vous rappeler demain. bon, on va le laisser ouvert. Et en tout cas, merci. Et puis, ben, je peux vous souhaiter une très belle grossesse à toutes et profitez vraiment de ces instants qui sont précieux. On vous dit au Merci à revoir. vous. Merci à Bonne vous. soirée. Bonsoir. 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 Ah, si.